Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de voir les principales idées du livre de Sam Harris, Free Will. En français, c'est Libre Arbitre. Sam Harris, c'est un auteur américain, il a étudié les neurosciences, il a écrit sur une variété de sujets dont la philosophie, et c'est aussi un pratiquant de longue date de la méditation. C'est à l'intersection de ces intérêts-là que je trouve sa réflexion sur le libre arbitre vraiment intéressante. Essayons d'abord de définir ce qu'est le libre arbitre. De base, cette idée, elle provient d'une sensation subjective qu'on a tous. C'est l'hypothèse qu'on est la source consciente de nos actions et pensées, et qu'on aurait pu se comporter différemment si on l'avait voulu. Ce sont ces suppositions-là qu'il se propose de challenger dans son livre Free Will. D'ailleurs, c'est un livre assez court. Le principal argument de Sam, c'est que le libre arbitre qu'on pense avoir, qu'on perçoit subjectivement, c'est une illusion. Les pensées, les intentions, elles émergent de causes dont on n'est pas conscient et sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On est toujours conscient que d'une portion de ce que notre cerveau processe à chaque instant. Si on essaye de s'introspecter, on peut observer qu'on ne peut pas décider la prochaine pensée qu'on va penser. Tout apparaît spontanément. Par exemple, je me lève, je me retrouve dans la cuisine à hésiter entre à me faire du café ou du thé. La pensée que je préfère le café apparaît, puis ensuite j'hésite, me vient à l'esprit que ça fait par exemple longtemps que j'ai pas fait de thé, et par conséquent, je me fais du thé. Le choix a été fait par des événements dans mon cerveau. Est-ce que j'aurais pu changer d'avis? Oui, mais l'impulsion de changer aurait été aussi le produit de causes inconscientes. Pourquoi l'intention de boire du café n'a pas surpassé celle de boire du thé? Je ne peux pas savoir, j'y ai pas accès. Donc, l'intention de faire une chose et pas une autre n'a pas d'origine dans la conscience, mais plutôt ça apparaît dans la conscience, comme n'importe quelle pensée ou impulsion qui peut s'y opposer. Dans ce sens, on s'apparente davantage à un témoin de l'activité de notre cerveau. Benjamin Libet, dans une étude assez connue, il a montré que le cerveau prend d'abord une décision, et ensuite on en devient conscient. Ce n'est pas notre libre arbitre qui instancie la décision ou la pensée. Il a pu observer qu'il y a un délai de 300 millisecondes entre l'activité dans le cortex moteur et la consciente intention d'agir. La méthodologie de cette étude a depuis été remise en question, mais je ne vais pas en parler ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau a déjà choisi ce qu'il allait faire avant que ça nous arrive dans la conscience. Il y aura toujours un délai entre la prochaine pensée et sa conscientisation elle-même. Et même si tous les événements mentaux étaient simultanés, je ne peux pas décider de ce que je vais penser ou vouloir tant que la pensée ou l'intention n'est pas apparue dans ma conscience. Quel sera mon prochain état mental? Aucune idée, ça se passe, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de liberté là-dedans. Si on ne sait pas ce qui va se passer, comment on peut dire qu'on est en contrôle? Quand on comprend ça, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment les auteurs de nos pensées et actions de la façon dont on le suppose au quotidien. Ça veut pas dire que plus personne n'est responsable de ce qu'il fait ou qu'on est exempt de toute responsabilité. D'ailleurs, j'en reparlerai en fin de vidéo de ce qu'il pense sur la responsabilité morale si on n'a pas de libre arbitre. Dans son livre, il dédie quelques pages à critiquer le compatibilisme. Pour mettre un peu de contexte, il faut savoir qu'il y a plusieurs approches de ce problème en philosophie. Pour un déterministe, l'univers est régi par le principe de causalité, c'est-à-dire que chaque événement est déterminé, et donc la liberté d'action, elle n'existe pas. A contrario, le philosophe libertarien pense que le libre arbitre existe car l'univers n'est pas déterministe. Et entre ces deux positions, il y a plusieurs variantes. Le compatibiliste, qui réconcilie ces deux positions, un univers déterminé est compatible avec la notion de libre arbitre, et certains sont incompatibilistes, c'est-à-dire qu'un univers déterminé exclut de facto la notion de libre arbitre. Harris prétend que le libre arbitre que les compatibilistes défendent est différent du libre arbitre que la plupart des gens pensent avoir. Les compatibilistes pensent qu'une personne est libre tant qu'on ne l'empêche pas d'agir selon ses désirs et intentions. Si t'as soif et que personne te force à boire, alors boire ce verre d'eau démontre que tu es libre. Mais on peut se demander en quoi on est libre lorsqu'on est satisfait de ses états mentaux, alors qu'ils sont eux-mêmes le produit d'événements qu'on n'a pas créés. Pour lui, le compatibilisme peut se résumer par cet aphorisme-là. Une marionnette est libre tant qu'elle aime ses fils. On pourrait toutefois se dire que même si nos actions et pensées ont des causes dont on n'a pas accès directement, elles sont quand même nos pensées et nos actions. Les processus inconscients sont tout autant nous que ce qui apparaît dans notre conscience. Pour Sam Harris, dire ça, c'est changer de sujet, c'est-à-dire qu'on passe du fait psychologique au conceptuel.
Son argumentaire est pragmatique et concerne l'expérience subjective du libre arbitre, non pas comme il dit une compréhension conceptuelle de ce qu'on est en tant que personne. Il donne un exemple pour illustrer cette différence. Prenons par exemple une personne qui prétend vivre sans manger un seul aliment et se nourrissant seulement de lumière. Dire qu'on a un libre arbitre car nos processus conscients et inconscients sont tout autant nous, c'est comme dire que la personne de l'exemple se nourrit bien de lumière. Car quand on trace l'origine d'un aliment, on arrive à quelque chose qui dépend de la photosynthèse. Pour Sam, dire ça, c'est résoudre le problème du libre arbitre en l'ignorant. Car ici on parle du libre arbitre en tant que fait psychologique qu'on ressent, qu'on perçoit en nous, non pas en tant que concept. Savoir que ce qu'on mange c'est que de la lumière, conceptuellement, ça n'aiguille pas nos choix alimentaires factuels. Je voudrais revenir sur la responsabilité morale, car on pourrait se dire que si tout est déterminé, je suis donc responsable de rien, et peu importe mes actions, on s'en fout. Il y a 2 études qui vont un peu dans ce sens. Il y en a une qui montre qu'en faisant lire des arguments contre le libre arbitre, rendait les gens plus susceptibles de tricher à un examen qui suit. L'autre a trouvé que montrer des arguments contre le libre arbitre rendait les gens moins serviables et plus agressifs. Dans son livre, il fait la distinction entre action volontaire et involontaire. Une action volontaire, elle est accompagnée de l'intention ressentie de l'exécuter, contrairement à l'action involontaire. Ce qu'une personne fait avec intention nous informe sur qui elle est. C'est là où réside la différence entre préméditer un meurtre et écraser accidentellement une personne. L'intention nous donne un feedback sur quel genre de personne elle est. Donc l'illusion du libre arbitre, ça ne bouleverse pas pour autant la responsabilité morale de la personne, car ce qu'on condamne, c'est principalement l'intention de nuire. Pour terminer, j'aimerais voir quelles conséquences on peut tirer de ce déterminisme et de cette absence de libre arbitre concrètement dans nos vies. J'aime bien sa façon de voir les choses, on peut ressentir plus de compassion et de pardon envers autrui. Un espace de liberté peut se créer, s'ouvrir, car nos espoirs et nos peurs paraissent moins personnels quelque part. Lorsqu'on comprend qu'on n'a pas de libre arbitre, les choix, les efforts, les objectifs ont encore une importance relative. On va continuer de vivre avec cette sensation de libre arbitre. À vrai dire, j'ai l'impression que ce sentiment s'accroît, car en faisant un choix, même minime, c'est comme si on décidait quelle porte franchir avec ces chemins déjà tracés et sans retour en arrière possible. Donc il y a plus de conscience dans les choix qu'on fait. Savoir à quel point nos choix, pensées et sentiments sont déterminés, ça permet d'avoir plus de contrôle sur nos vies. Car je reconnais que mes choix deviennent le contexte d'influence de mes futurs états mentaux. Donc j'y serai plus vigilant. Et même si au fond c'est une illusion et que je n'aurais pas pu agir autrement. Quelque part, ça a que des avantages de se rendre compte qu'on n'a pas de libre arbitre. Dans des situations négatives, on peut se rappeler que le libre arbitre est une illusion, et lorsqu'on aime son expérience subjective, le rappel n'entache pas l'appréciation du moment. C'est comme si la conscience de l'illusion du libre arbitre pouvait aider à mieux vivre certaines situations. Le moment où on fait attention, c'est possible de voir que le libre arbitre est nulle part. On peut pas le trouver. Et notre expérience, elle est parfaitement compatible avec cette vérité.